Ce podcast existe grâce au soutien de Non-Violence 21, du CENAC, le Centre pour l'Action Non-Violente, et de l'association Sortir de la Violence. Il existe aussi grâce à tous les généreux donateurs et donatrices qui me soutiennent de manière ponctuelle ou régulière et que je tiens ici à remercier chaleureusement. Belle écoute. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. Bienvenue dans le podcast La force de la non-violence. Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence, parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elle nous offre pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. Être en colère, c'est la bonne santé, vous savez. Désobéissance civile de masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I still have a dream. Ahimsa. La création ne peut être qu'un jeu où l'on s'oublie. Mais les mains mercantiles encensent les artistes. Elles encensent ceux qui devraient encenser. Les dialogues avec l'ange sont sur ma table de chevet depuis mes 18 ans, âge auquel j'ai acheté cet ouvrage énigmatique dont j'avais entendu parler Juliette Binoche, que je suivais avec ferveur à l'époque. Il semble que ce livre soit une source d'inspiration pour bien des artistes, car Marc Vella le cite à plusieurs reprises dans nombre de ses écrits. Il a même composé une œuvre, La Porte des Mondes, dont vous entendrez un extrait en fin d'épisode, sur la structure des dialogues avec l'ange. Je peux certes vous parler du génie de Marc Vella en tant que compositeur, pianiste et créateur d'une formule unique de voyage à travers le monde pour adoucir les mœurs par la musique et par l'étreinte. Mais ce que je souhaite avant tout mettre en lumière dans cette rencontre, c'est l'engagement d'un être humain à vivre pleinement qui il est et à s'offrir au monde. Un homme qui aspire si ardemment à rencontrer l'autre qu'il est capable de soulever, si ce n'est une montagne, un piano à queue pour devenir le pianiste nomade et faire jouer sur son instrument les enfants, les démunis, les exclus, tout comme ceux qui se gargarisent d'être quelqu'un. Un artiste qu'un seul moteur anime, celui d'encenser l'humanité. Marc Vella, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence ? Peut-être un alignement vibratoire qui va me mettre en résonance harmonique avec ce qui m'entoure, avec la vie. À un moment donné, quand il y a une dissonance, qu'elle soit relationnelle, une dissonance avec soi, avec l'entourage, c'est vrai que ça peut être perçu comme quelque chose de violent. La dissonance, ça a pour but de nous agrandir, mais parfois elle nous bouscule et c'est clair que ça va créer une violence. Paradoxalement, la violence est nécessaire. Elle est inévitable dans la façon dont on perçoit justement les choses. Pour l'un, ça sera violent. Pour une autre personne, ça peut être tout à fait anodin, voire insignifiant. C'est pour ça que c'est pas si simple. Mais dans tous les cas, pour moi, la non-violence, voilà, c'est cette harmonisation. C'est quand à un moment donné, ces fausses notes vont être accueillies, reçues et harmonisées. Dans votre autobiographie, Le pianiste nomade, vous décrivez votre enfance. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez subi une énorme violence, que ce soit la violence du rejet ou plus tard la violence physique et psychologique. Et alors j'ai été étonnée et admirative de ne sentir dans vos propos aucune amertume, aucune colère. Alors est-ce que ce sont des sentiments que vous avez transmutés ou libérés dans votre musique ? Sans doute, je pense que c'est multifactoriel, à la fois la musique, à la fois les voyages, les lectures, les rencontres. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait que j'ai réussi à traverser tout ça. Cela dit, comment en vouloir à des personnes qui n'avaient pas les outils elles-mêmes pour être heureuses ? C'est ça qu'il faut vraiment réaliser. Nous avons des lourds héritages transgénérationnels, des mémoires là aussi très lourdes, de traumatismes dont nous avons hérité, qui ont marqué, je dirais, pour reprendre les propos de Bruce Lipton, qui ont marqué nos gènes. Il appelle ça d'ailleurs des marqueurs génétiques.
et qui conditionnent quelque part notre vécu en créant des situations qui doivent se reproduire pour pouvoir justement permettre à ce que ces traumatismes se résolvent. Face à tout ça, en tout cas, je crois qu'il y a juste à envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de compassion et de pardon, oui, et le fin du fin, après même de la gratitude. Est-ce que vous pouvez un petit peu revenir sur ces dissonances qui ont présidé à votre existence et aussi à votre vocation? Parce que je pense à cet accident avec vos chevilles pour le piano. C'est des fausses notes qui ont permis aussi d'être ce que vous êtes. Ben, c'est ça, tout ça n'est pas là par hasard en fait. Enfin, c'est ce que je voudrais croire et ça nous amène très loin avec nos ancêtres. Nous nous sommes incarnés sur Terre pour harmoniser, je crois, les fausses notes de nos ancêtres et puis bien sûr harmoniser les fausses notes que nous faisons nous-mêmes et que nous avons subies. Donc c'est une grande danse, c'est une grande symphonie. Donc pour revenir à l'accident, oui, je me souviens très bien, j'étais amoureux d'une jeune fille qui s'appelait Fabienne, qui en fait a fait le choix d'une autre personne, et j'en ai souffert terriblement. Et voilà, j'étais dans la croyance qu'à l'époque, c'était le grand amour, c'était la femme de ma vie, j'avais 17 ans. Et je me souviens très bien que j'ai eu l'accident, dans ma tête, je me suis dit, tant pis si je me fais mal, et je me suis fait mal. J'ai fait une chute très violente en ski, en étant totalement indifférent et je me suis donc arraché les 2 chevilles. Ça m'a valu 3 mois de chaise roulante. Mais voilà, grâce à ces 3 mois de chaise roulante, je me suis retrouvé finalement seul avec un piano. Et ça m'a permis de jouer. Et puis, ce qui n'était pas négligeable, ça a été aussi cette rencontre avec les femmes. Moi, j'étais un enfant battu, rejeté. On me disait tous les jours que j'étais moche, que j'avais pas de valeur. Et là-dessus, dans mon fauteuil roulant, je donne un concert, mon premier concert, devant 400 personnes. Et dans ce centre de rééducation, il y avait 300 femmes. Et je me suis retrouvé vraiment l'homme-objet de 300 femmes. La coqueluche. Ouais, c'était génial. Et j'ai eu plein d'amour. Et ça m'a bien donné confiance, cette affaire. Ça a réparé, si je puis dire, 20 années de rejet, de souffrance et de doute. Après ces 3 mois de chaise roulante, j'avais qu'une envie, c'était faire du piano et faire des concerts. Et aimer les femmes. Et aimer les femmes. Mais c'était un peu aussi toute la fascination. Je me souviens quand je lisais la vie de Franz Liszt, les biographies de ces musiciens incroyables. C'était ça, hein. C'était une vie de gloire, d'amour. Donc à 20 ans, oui, j'étais porté par ça, indéniablement. Oui. Vous avez construit toute une carrière hors des sentiers battus. Vous n'avez pas fait vos classes au conservatoire. Et même si vous avez reçu le premier prix de composition à l'École normale de Paris, puis le prix de Rome, j'ai l'impression que l'institutionnalisation de l'art est aux antipodes de votre conception de la création artistique. Bon, d'abord, j'ai quand même fait un peu de conservatoire, mais très peu, effectivement, pas du tout dans un cursus classique, là, comme vous l'avez dit. Mais j'ai toujours joué du piano. Le piano était dans mes enfers, dans cette enfance très compliquée. J'ai eu la chance, voilà, d'avoir un piano partout où je suis allé. Et donc, c'était un refuge, un exutoire, un confident, voilà, il m'a accompagné toute ma vie. Et alors, c'est vrai que j'avais une grand-mère pianiste, des grands-parents qui étaient musiciens, mon grand-père était violoniste, l'autre grand-père était violoncelliste. Enfin, je pense que la musique ça traîne voilà, dans le sang de la famille et j'ai hérité certainement de tout ça. Mais après, j'ai fait mes classes en composition à l'École normale de musique de Paris. J'ai remporté le prix de composition en 1985. Et puis après, voilà, le prix de composition au TIM à Rome en 1999, qui était tout à fait inattendu parce que je ne l'ai pas recherché. Mais c'était dans une période de doute, une période d'impatience, une période... J'avais 38 ans. Puis c'est un ami qui m'a dit « mais fais ce concours international à Rome ». Je l'ai fait vraiment par curiosité. Je me suis dit « je vais écouter les autres ». Et si c'est vraiment mieux, voilà, j'arrêterai. Je suis peut-être pas fait pour la musique. Bon, puis il s'est avéré que j'ai remporté ce tournoi international. Donc du coup, ça m'a confirmé que finalement, il fallait que je continue cette affaire. Ça a confirmé que voilà, j'étais un compositeur. Mais finalement, ça n'a pas changé les choses. C'est-à-dire que je suis resté nomade. Je ne suis pas rentré dans justement
Le sérail. Le sérail, voilà, des tournées dans ce milieu-là. J'ai une telle joie d'être libre, puis de rencontrer l'humain, tout simplement, de me retrouver dans les villages, les tribus. Voilà, vous lirez ça dans Le Pianiste nomade, et puis dans les films qu'on peut trouver sur YouTube, à travers La Caravane amoureuse. Et c'est un tel privilège d'amener un piano à queue Alors, justement, à l'autre bout du monde, et puis voilà, de faire jouer les gens. Oui, alors, venons-en à ce projet fou, parce que comment un être à qui on a dit toute son enfance qu'il était inutile ou bon à rien, trouve en lui la force de réaliser l'impossible. Parce qu'on dit à n'importe qui ce que vous avez fait, même maintenant, même si vous l'avez fait, les gens vont dire « c'est pas possible ». Ça paraît complètement fou. Quel a été cet élan ? Une réalité qui s'appelle la mort. C'est ça, c'est que la vie humaine, à l'échelle d'une étoile, c'est 3 secondes. La vie humaine, c'est un battement de cils face à l'univers. Que de temps nous perdons à compter. Qu'est-ce que je gagne ? Qu'est-ce que je risque ? Qu'est-ce que je peux prendre ? Qu'est-ce que je risque de perdre ? Tout ça est absurde. J'ai eu la chance, justement, d'avoir une famille qui s'est entretuée, mon beau-père, ma mère, et mon père et ma belle-mère. Des grands-parents aussi, j'ai vu tous ces gens se disputer, s'interdire, se jalouser, se surveiller, être dans des jeux d'emprise, de contrôle, de tromperie. Quelle vie, pardon, mais j'ai pas d'autre mot, une vie merdique. Zola, c'est des gens pourtant qui avaient de l'argent, ils avaient tout, c'est-à-dire vraiment, il y avait de l'instruction, mon beau-père était médecin, mon père architecte, mais des vies sans joie, des vies de violence. Non, moi je me suis dit, à 17 ans, moi je vais voir le monde, je vais vivre, je vais aimer, je ne veux pas le rêver, je vais le faire. Il faut oser se donner au monde et aller étreindre cette humanité incroyable. Et ce que je trouve assez incroyable dans votre façon à la fois d'être en tant qu'homme et en tant qu'artiste, c'est qu'il y a une relation charnelle presque à votre art et au monde en fait et aux autres etc. Et ça c'est assez rare quand on réunit l'idéal et on va dire ce qui est convenu comme plus bas. Oui, alors mais ça fait partie de la manipulation, de séparer évidemment le charnel du sacré et du spirituel, alors qu'en réalité tout ça est la même chose. Quand on commence à faire ce qu'on appelle le voyage de l'intériorité, ce que j'appelle moi la descension, pour reprendre ce terme christique, on se rend bien compte que tout ça est fractal. Le processus spirituel est un copier-coller du processus charnel. Si on salit le charnel comme ça a été fait, eh bien inévitablement on n'a plus accès au spirituel. On ne peut pas en comprendre le mécanisme fondamental et du coup on nous pose des mots comme ça sur ce spirituel. Ça nous donne presque l'idée d'un chemin, d'un cheminement, d'un processus qui demanderait du temps, alors qu'en réalité, c'est immédiat. Ça demande juste une présence. J'en reviens à ce qu'on a dit au début de cette interview, c'est-à-dire à ce que j'appelle, moi, l'alignement vibratoire. Ce que j'appellerais encore plus simplement, moi, ce que j'appelle la quinte, qui est ce vortex harmonique, très très puissant qu'on retrouve dans toutes les musiques, voilà, chez Rachmaninoff, Bach, Mozart, Beethoven, Scriabine, Brahms, Vella, enfin les plus grands. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer ce qu'est une quinte ? C'est juste un intervalle, tout simplement. Alors, ce qui est enseigné dans les conservatoires, c'est que c'est un intervalle parmi d'autres. Donc voilà, ce sont 2 notes qui sont jouées ensemble. Si c'est un Do et un Ré, par exemple, ça c'est un intervalle de secondes. Le Do, Mi, Do, Ré, Mi, ça fait 3 notes. Tierce, Do, Fa, c'est une quarte. Do, Sol, c'est la quinte. Ce qu'il faut savoir, c'est que la quinte n'est pas un intervalle quelconque. C'est là, moi, dans mes voyages, je me suis rendu compte de ça quand j'étais chez les Inuits, dans le Grand Nord, que ce soit chez les peuples premiers, en Afrique noire, chez les aborigènes, chez les Amérindiens, en Inde, la musique de l'Asie, la musique du Maghreb, et puis quels que soient les modes, qu'ils soient turcs ou marocains. Enfin, je me suis rendu compte que curieusement, cet intervalle, la quinte, était toujours là. Voilà, les ragas indiens, pourtant c'est une musique très élaborée, voilà, avec des quarts de ton, des huitièmes de ton, mais ces ragas ne sont possibles que parce que nous avons le joueur de la tempura qui accompagne le joueur de sitar ou qui va accompagner un flûtiste ou une chanteuse. Et que fait la tempura ? Elle pose cette assise, voilà, qui est l'intervalle de quinte ou l'intervalle de quarte, mais la quarte, c'est la quinte inversée. Donc cet intervalle est très puissant, il est universel. Quelles que soient les musiques jouées dans le monde, on retrouve
cet intervalle. Et ça pose C'est question. incroyable. Oui, Beethoven, tout le monde connaît la lettre à Élise. Ça commence par un mi, ça finit par un la. Et si je compte, la, si, do, ré, mi, 5 notes, c'est une quinte. Et on pourrait prendre plein de musiques, le clair de lune de Beethoven, Frédéric Chopin, le prélude numéro 4 en mi mineur, Erik Satie avec les gdosiennes, les gymnopédies, enfin, toutes les musiques s'appuient sur l'intervalle de quinte. Voilà. Alors, comment vous expliquez ça ? Ce que j'explique, c'est justement ça, je l'explique très bien dans plusieurs de mes livres d'ailleurs, hein, dans La Clé d'être, dans mon dernier livre, Le Passe salutaire, dans le chapitre, je crois, Le Maître et la Grâce, c'est que simplement, cette quinte permet d'harmoniser les dissonances, justement. Et c'est pour ça que je fais un parallèle avec la musique de la vie, en expliquant que cette quinte, finalement, nous ramène à ce que nous sommes. Ce que dit Mozart, il répond à la question philosophique. Quel est le sens de la vie ? Et aujourd'hui, beaucoup de gens pourraient dire « j'en vois pas le sens, c'est la vie », surtout en ce moment. On est à 2 doigts d'une 3e guerre mondiale, un monde qu'on veut vacciner, des gens malades partout, tout semble se déliter, s'effondrer, une hystérie palpable. Quel est le sens de la vie ? Eh bien, Mozart nous dit « harmonise ». Mozart, il écrit une fausse note, il va pas mettre « je suis nul ». Il va mettre une autre note, qui sera encore plus fausse que la précédente. Et il va rire. Il va rire, justement. Il va pas dire cette fausse note ou c'est pas bien, ou c'est mal, ou ça c'est grave. Il va pas la juger. Ce qu'on va apprendre, c'est à accueillir ce tout et à l'harmoniser. Pour être dans sa quintessence. Exactement. Et dans ma quinte, si je crée ces épousailles entre ma tonale et ma dominante, je vais avoir accès à mon essence. Voilà, c'est le lieu sacré de qui je suis, de ma créativité. Tant que je ne suis pas dans ma quinte, que fait la vie ? La vie m'esquinte. La quintessence, c'est le trésor le plus précieux, quelque part. Oui, c'est la quintessence d'un parfum, c'est le summum d'un parfum, c'est vraiment le summum de notre saveur. Elle est à la fois dans la jaillissance intime, bien sûr, mais elle est aussi dans la jaillissance de la création. Mais c'est du même ordre. Il faut revenir à ce que nous sommes, à notre humanitude, de ces êtres sacrés. Et le mot sacré, j'en parle dans le Passe salutaire, n'est surtout pas le sacré ostentatoire, sérieux, imposant des temples et des églises et des cathédrales et des mosquées. La langue des oiseaux nous dit sacré, sacré. Voilà, et on en revient un peu à la question de tout à l'heure, c'est pourquoi je suis parti avec un piano et pourquoi j'ai pu le faire ? Parce que j'ai écouté ma nature profonde. Ma nature profonde, elle était très simple. J'avais envie d'aimer la terre entière. Et j'avais envie d'aimer cette humanité parce qu'elle a toujours été pour moi un mystère. Je me souviens très bien, justement, quand j'étais enfant, dans cette violence familiale, le piano était un exutoire et puis j'avais la chance d'avoir des revues comme Géo et Reportages et je les feuilletais. Et je me rappelle tout petit, je voyais ces visages d'hommes et de femmes, de tribus lointaines, de ces visages que le soleil avait brûlés, de ces regards pleins de mystères pour moi. J'avais vraiment envie, dans ce sens, vraiment de cette humanité incroyable, envie de la découvrir, jusqu'à la chair même, jusqu'à la cellule. Et alors, comment vous utilisez votre instrument pour rendre possible cette magie de la rencontre ? C'est ça qui est génial, le piano, c'est que c'est un clavier et qu'on peut jouer à plusieurs dessus. Tout le monde peut jouer. Ça va des personnes les plus pauvres, les lépreux, des îles dans les mangroves de Casamance, en Inde. Ça peut être les intouchables, comme ça peut être des chefs d'État, des ministres. Enfin, j'ai joué des rois même. Tant de gens ont joué sur ce piano. Et c'est magique parce qu'on est l'un contre l'autre, épaule contre épaule. Cuisse contre cuisse, on se regarde, la personne joue, avec le pouce, je lui fais « bravo, c'est génial ». Alors elle est toute contente, je réponds, elle me répond. Ça crée du lien. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que vous arrivez à faire jouer au piano n'importe qui ou toute personne, alors que pour plein de gens, non, il faut apprendre. Mais oui, c'est toujours l'idée que, de toute façon, c'est pas pour toi. C'est trop tard, ça se mérite, il faut être doué, c'est difficile. Ces croyances qui sont là, en fait, pour t'exclure. La violence, elle est là. La violence, elle est dans le rejet de ce que nous sommes, dans ce monde où nous sommes dans une sorte de ce que j'appellerais, moi, d'exclusion institutionnalisée.
Les politiques ont beau dire terre d'accueil, en réalité tout le système n'est là que pour nous exclure, nous exploiter. Oui, et cette violence, elle se répercute chez les gens. Et vous avez témoigné avoir vécu d'ailleurs des situations dangereuses lors de vos périples. Vous m'avez dit que dans ces circonstances, il vaut mieux être non-violent, c'est certain. De quelle manière vous êtes parvenu à l'être et à le rester ? C'est très simple. Pour moi, le fait d'arriver quelque part, déjà, si j'arrive avec un service d'ordre, mon piano à queue en smoking, et en train de jouer du Schubert, et puis le service d'ordre qui dirait à tout le monde « taisez-vous, il va vous montrer ce que c'est que la culture », ça, c'est extrêmement violent. Donc, moi, ma stratégie a été celle justement, comme je disais tout à l'heure, c'est que mon piano était disponible. Paradoxalement, mon piano va prendre l'avion, le bateau, voilà, ça pèse une demi-tonne. Et je joue très peu dessus, en fait. Ce sont les gens qui jouent dessus. Je ne suis pas allé à travers le monde pour me montrer. Je suis allé à travers le monde pour que les gens se montrent, pour apprendre de cette humanité, pour se rencontrer. Il faut y aller en s'effaçant. C'est vrai que quand j'arrive quelque part avec 40 enfants sur le piano qui tapent sur le clavier, c'est une cacophonie incroyable. Mais quel sésame ! Voilà, parce que là, on rentre dans le village, les méfiances tombent, parce que les parents, voyant leurs enfants dans une telle joie, se disent « mais c'est quoi ça ? Cet hurluberlu qui arrive ?» Puis j'invite les vieux, voilà. Donc c'est cette soif de contact et de lien qui fait que ça inspire très vite le respect. Même dans les cités, parce que j'ai aussi fait ça dans les cités en France. Quand on arrive dans une cité puis qu'il y a une bande qui arrive et qui te dit il faut pas rester là parce que voilà, c'est leur territoire. Avec le piano à queue, je peux pas partir moi parce que il est posé là par terre. Je leur dis mais là, moi, je vais pas pouvoir quitter. Là, j'ai un piano. Je me suis mis là pour qu'on se rencontre. Alors les gars, ils disent dans un quart d'heure, si t'es encore là, ça va mal se passer. Ils reviennent. J'ai dit écoute, voilà, je suis toujours là, mais si tu veux venir jouer avec moi, ils disent mais tu fais quoi ? Alors là, ça les intrigue. Et puis quand je leur dis que je voyage à travers le monde, ça les intrigue encore plus. Et si alors, ils me disent mais t'es allé dans le Maghreb, t'es allé en Afrique, t'es allé... Je dis oui, Oujda, tu connais ? Ah oui, j'ai même joué là-bas. Alors si en plus j'ai fait leur bled, ils sont contents, ils sont il est du pays, et donc je les fais jouer, donc ça... Il y a toujours des méfiances. C'est normal, mais l'humain a tellement été blessé. Donc pour moi, fondamentalement, c'est de l'accueillir, c'est de le prendre dans les bras, l'étreinte. Vous disiez, Célia, le côté charnel, mais c'est ça qui sauvera le monde. C'est l'étreinte, c'est de nous prendre dans les bras, de nous reconnaître dans ce que nous sommes. Et en 2004, vous créez la Caravane amoureuse qui entre dans la décennie internationale de la promotion d'une culture de non-violence et de paix, emmenée par l'UNESCO. Pour les enfants du monde, oui. Qu'est-ce qui est différent dans ces caravanes amoureuses par rapport à vos précédents voyages ? L'idée, c'était justement, c'est que j'avais vécu pendant 20 ans quelque chose de tellement extraordinaire que j'avais envie d'en faire profiter les autres. Alors cette envie, elle est venue des autres d'abord, parce que ce sont les autres qui se sont manifestés suite à la réalisation d'un film d'Arnaud Petitet qui s'appelle Le piano des sables. Et ce film montrait pour la première fois la réalité de ce que je vivais. Parce qu'avant, quand je revenais de mes voyages, les gens ne comprenaient pas. Je partais avec le piano, je revenais d'Afrique noire, les gens me regardaient. Ils ne sont pas dans les arbres, ils comprennent quelque chose. Enfin, j'avais ces retours-là. Presque justement une violence d'ailleurs par rapport à ça, c'est-à-dire une incompréhension. Dans ma propre famille, ma mère me disait « Tu perds ton temps, mon fils, tu ferais mieux de jouer à Salle Pleyel ». Voilà, j'avais eu mon prix de Rome, mon prix de Paris. Pour elle, j'étais un grand compositeur. Qu'est-ce que j'allais jouer dans les boui-boui du monde ? Je perdais mon temps. Je me souviendrai toujours une émission sur Canal+, et à un moment donné, en plein direct, sur le grand journal de Michel Denisot, ils mettent la photo du piano dans le désert, qui est la couverture du livre Le pianiste nomade. Et donc les téléspectateurs voient cette photo en gros plan sur leur écran. Et la journaliste dit dans le même temps « Ah, vous jouez dans le désert. Vous en avez marre de jouer dans des salles vides. C'est pour ça que vous jouez dans le désert. » Donc c'était ça, la violence. Et ça a duré 20 ans de critiques, de mépris. Mais bon, voilà, les chiens aboient et la caravane amoureuse passe. Et c'est vrai que quand Arnaud Petitet a réalisé ce film, ça a été un véritable engouement, c'est-à-dire que le grand public a compris. Les gens venaient me voir à la fin, me disaient « Mais c'est génial de rencontrer l'humanité comme ça, mais qu'est-ce que c'est beau. Est-ce que je peux venir avec vous ?» Et je me suis dit « Mais pourquoi pas exaucer cette demande ?» Donc je suis allé voir le PDG des Transports Aquitains à Bordeaux.
Monsieur Père, je vais voir ce monsieur et je lui dis voilà, je voudrais emmener des gens pour envahir amoureusement le monde. Je voudrais créer la caravane amoureuse. Est-ce que vous pourriez me donner des bus ? Et ce PDG me regarde avec des grands yeux complètement ahuris et il me dit mais ça sauvera pas le monde, mais ça lui fera du bien. T'en veux combien ? Et il m'a donné 3 bus. C'est comme ça que c'est parti. Et on a voyagé ensemble pendant 20 années avec ce projet incroyable de la caravane amoureuse. Vous en avez fait combien des caravanes ? On en a fait 12. On a traversé presque 30 pays, 29 exactement. Et ça a drainé plus d'un demi-millier de caravaniers de 1 an à 84 ans. Et qu'est-ce que c'est la guérilla des bisous ? La guérilla des bisous. Ah, quelle question. J'ai reçu la visite il y a 1 an des RG, les renseignements généraux, qui étaient intrigués par ce projet. Et si vous voulez savoir ce que c'était que la caravane amoureuse, si c'était pas une secte. Alors j'aurais dit, mais voilà, c'est l'invasion amoureuse des autres pays en adoptant la stratégie de la guérilla des bisous. Et il y en a un qui a regardé l'autre en faisant, mais c'est bizarre, avec un air presque dégoûté. Et je lui dis, mais monsieur, vous savez, vous avez raison. Normalement, une invasion d'un pays, c'est avec des tanks, des kalachnikovs, voilà, et là, on tue les gens. C'est bizarre aussi, donc, mais je préfère mon bizarre à moi que celui-là. Et il m'a accordé que c'est sûr que c'était mieux. La guérilla des bisous. On a tellement diabolisé justement le charnel que voilà, on n'ose même plus s'émerveiller les uns des autres. Déjà, ça commence là. Parce que finalement, de l'amour que l'autre peut susciter, du désir que l'autre peut susciter, on l'a enfermé dans la violence pornographique. Du coup, ces univers, ces territoires sont devenus fermés, scellés, puisque on les associe évidemment à ce qu'aujourd'hui les caméras montrent. Donc, on n'y va pas. Et il faut bien comprendre que c'est en descendant dans nos profondeurs que l'on peut se propulser. C'est comme à la piscine, si on va au fond, on se propulse vers la surface et on y va très vite et on va très loin. Sur un plan spirituel, c'est la même chose. On ne peut aller au-delà des ciels connus qu'en allant dans nos profondeurs pour se propulser de celles-ci vers l'empyrée, les ciels inaccessibles. L'être humain, c'est un tout. Mais la pornographie, selon moi, c'est quand même un fléau terrible, une violence. Aujourd'hui, oui, absolument. Que ce soit la violence qui est faite aux femmes dans les vidéos, mais même, je dirais, la violence qui est faite aux spectateurs. Elle est pour parce tout le monde. Parce que je pense que ça peut créer des traumas de voir ça peut enfermer dans des schémas. Entièrement d'accord. L'image nous enferme. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut revenir dans l'intériorité. Dans notre sensualité aussi. Voilà, parce que du jeu humain, du désir humain, de ce que l'autre éveille, ce qui est tout à fait normal, de pouvoir le dire, l'exprimer, sans honte, avec délicatesse, ça me semble important, que ça circule. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui circule. Donc il y a une sorte de frustration, évidemment, qui génère des violences et des conflits et des guerres. Aujourd'hui, on est arrivé à une sorte d'une telle culpabilité qu'on ne se dit plus rien, ou alors on passe par écran interposé, ou alors on va arriver, c'est ce qu'ils veulent d'ailleurs, au métaverse, c'est-à-dire dans l'univers virtuel où toute cette violence va pouvoir s'exprimer, mais dans l'innommable, parce qu'aujourd'hui on sait que dans ces mondes virtuels, la sexualité est vécue à travers les interdits. C'est ce que dit Monette Vaquin dans Main basse sur le vivant. L'interdit est disqualifié. On ira aussi loin que ce que la technologie peut offrir. Le mot virtuel est très puissant dans la langue des oiseaux, c'est virtuel, c'est vraiment tuer le féminin sacré. Donc il faut revenir vers l'universel, universel, il faut revenir vers l'unité intérieure, dans cette unité de ce que je suis, de cet être complexe, d'accueillir mes ombres, c'est fondamental, être conscient que c'est présent, que ça fait partie de mon vivant, et parce que je n'en suis pas coupable, je vais commencer justement à le vivre en bonne intelligence, et à y mettre ce que j'appelle moi de la lumière, tout simplement. Et le couple, c'est un thème qui parcourt tous vos écrits. Moi, ça m'a vraiment fascinée parce que je m'attendais beaucoup. Par exemple, le pianiste nomade, certes, vous parlez de toutes vos tournées, etc. Mais vous parlez aussi de tous vos besoins de l'autre, d'amour et toutes vos histoires. Vous remerciez les femmes qui ont traversé votre vie. Et après, vous parlez vraiment aussi de la Genèse avec le couple de Ève et d'Adam et de tous ces liens qui peuvent nous emprisonner alors que le couple devait être un lien qui nous délie. C'est ce que vous dites. Le couple est un terrain de jeu extraordinaire où à deux, on dit qu'on est plus fort. Pour faire quoi ? Pour explorer dans ces
court instant qui s'appelle notre vie, l'immense de l'existence et tous les mystères de cet existant qui sont liés à notre créativité, notre expressivité déjà. Comment moi je peux éveiller, moi ma compagne, mon plus grand désir a été de la pousser à ce qu'elle joue. Elle joue très bien, elle fait de la musique, elle chante, elle a écrit des poèmes. Je l'ai poussée à ce qu'elle fasse un disque. Voilà, aujourd'hui, elle a réalisé même un livre. Et j'ai envie qu'elle explore son intériorité. Et j'ai aussi qu'elle vive aussi tout le mystère de la femme qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle a 45 ans aujourd'hui. Elle est dans sa puissance de femme. Et quels sont ses désirs, quelles sont ses envies de femme. Et qu'elle les contacte. Et comment moi, l'homme que je suis, je peux être à l'écoute de ses envies les plus secrètes, les plus intimes. Et comment je peux l'accompagner pour l'aider à vivre ses rêves, ses fantasmes de femme. Et le couple, du coup, va être ce terreau incomparable où, ensemble, on va s'émerveiller du festin de la vie. Aujourd'hui, si la femme s'émerveille d'un autre homme, de quoi que ce soit, elle se prend 2 claques. On est dans la surveillance. Et encore une fois, la vie nous montre qu'il y a d'autres beaux hommes et d'autres belles femmes. Et la réaction archaïque, primaire est toujours la même. Soit ça finit au tribunal, dans des séparations sordides, soit dans des violences conjugales verbales ou des violences physiques. Alors que le reconnaître, le dire, s'en parler, en rire, en faire un terrain de jeu, c'est savoureux. Parfois, moi, je dis à Cathy, cet homme, qu'est-ce qu'il est beau quand il joue. Et je lui dis, je le trouve tellement beau. J'aimerais tellement que tu l'aimes à ma place, presque. Parce que je le trouve beau, parce que c'est une beauté qui me touche. Alors, vous avez créé l'école de la fausse note. Il y en a plusieurs maintenant en France, en Suisse. Qu'est-ce qui s'y passe dans ces écoles de la fausse note ? C'est des personnes qui viennent, je dirais, se raconter. Parce que les gens, souvent, viennent avec des blessures. Avec la fausse note du papa, de la maman, ou c'est la fausse note du mari, ou celle de l'épouse, qui génère soit des culpabilités, soit des colères. Et de leur montrer, avec la musique, que la fausse note est nécessaire, déjà. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que nous vivons dans une société dont le message est celui-ci, c'est qu'il ne doit pas y avoir de fausses notes. Au conservatoire de musique, c'est clair. Si on joue un morceau avec des fausses notes, on est mauvais. Et puis à l'école, si on se trompe, si on fait mal, là aussi on a une mauvaise note. C'est-à-dire que notre insuffisance est pénalisée. Donc l'idée qui est récurrente dans notre société, c'est que l'erreur est une faute. Et elle est condamnable. Donc ça va induire l'idée que l'insuffisance est coupable. Or, ce qu'il faut entendre, c'est que nous sommes insuffisants. Tous. Par nature. Nous sommes maladroits, défaillants. Nous manquons de discernement, de mesure. Et tous, nous avons commis et subi des fausses notes. Bien. Et avec ça, on fait quoi ? Si on est dans cette société où on nous fait croire que c'est grave, ça va générer l'idée que nous sommes des êtres horribles. Et moi, les gens me le disent. Moi, il y a une femme qui m'a dit « Je suis une sous-note, monsieur ». Les gens le disent, mais on dit ça des gens. Je crois que le président Macron, que j'aime bien appeler Macronescu, voilà, à la roumaine, ce cher Macron, il a bien dit ça, je crois. Les gens qui ne sont rien, les inutiles, les non-essentiels. Donc quand on a des hommes politiques au plus haut niveau qui considèrent l'être humain de cette façon, c'est gravissime. Et dans cette école de la fausse note, au fond, vous aidez chacune à jouer sa propre musique. Oui, et puis surtout de leur dire, mais fais des fausses notes. Et là, les gens qui ont peur, ils sont... c'est rigolo, parce que la dernière fois, là, c'était génial. Je vois cette femme qui n'avait pas appris le piano, mais on lui avait montré que Do, Mi, Sol, ça marchait bien, l'accord parfait majeur. Donc elle fait Do, Mi, Sol à gauche, et avec la main droite, elle jouait Do, elle jouait Mi, elle jouait Sol, et il y avait toutes les autres notes, c'est-à-dire le Ré, le Fa, le La, le Si, puis les notes noires. C'est-à-dire le Do dièse, le Ré dièse, le Fa dièse, le Sol dièse, le La dièse. Donc il y a plein de notes. Et je voyais qu'elle avait envie d'y aller dessus. Elle avait envie de goûter ces notes, mais elle était tellement terrifiée, elle avait tellement peur que ce soit moche, qu'elle revenait soit sur le Mi, soit sur le Do, soit sur le Sol. Mais au bout d'un moment, ça la désespérait, parce qu'elle faisait toujours la même chose. À la fin, elle a tapé le clavier avec ses poings, parce qu'elle n'en pouvait plus. Et je lui ai dit, mais Sandrine, si toute ta vie tu te contiens, tu te retiens, tu vas tenir quelques mois, quelques années, 10 ans, 15 ans, puis à un moment donné, tu vas péter un câble.
Les seuls à croire au monde sont les artistes. La persistance de l'œuvre d'art reflète le caractère persistant du monde. Dit Hannah Arendt, que vous citez généreusement dans plein de vos livres. Et dans Éloge de la fausse note, donc l'un de vos ouvrages, vous évoquez les questions que devrait se poser tout artiste, et notamment celle-ci, que et qui veux-je servir lorsque je crée et reçois la grâce ? Quel rôle, selon vous, devrait jouer l'artiste et l'art dans le changement de paradigme qu'on espère Il est fondamental, et je suis d'ailleurs tellement surpris du silence des artistes tous ces derniers mois. Ah oui, le silence abyssal des artistes qui ne se sont pas positionnés ou alors en faveur de la doxa. Moi, ça m'a sidéré. L'artiste doit nous éveiller au libre. Il doit nous éveiller à l'amour. Voilà, l'artiste est un initiateur, un catalyseur, quelqu'un qui va inviter l'autre à le devenir. À devenir lui-même. Évidemment. En ce qui me concerne, en tout cas, moi, quand je vais donner un concert, je fais toujours jouer les gens, je fais toujours ce que j'appelle le temps des concerts d'émergence. D'ailleurs, ça déplaît à certains. Il y a des gens qui se lèvent dans la salle parce qu'ils disent, moi, je suis venu écouter que de la grande musique. Pas n'importe quoi. Et c'est vrai que quand je fais jouer des gens du public, ça insupporte. Mais encore une fois, il faut accueillir, il faut inclure, il faut inviter, il faut, de ces personnes qui sont cabossées par la vie, de faire jouer ces gens qui tremblent, qui sont comme ça devant le clavier. Et quand je leur dis, déguste la note, savoure la note, joue-la jusqu'à la jouir, aie l'audace. Et cette personne qui va jouer cette note, elle va avoir ce culot incroyable d'écouter sa note, alors qu'elle n'a jamais joué de sa vie. Et elle va poser cette note comme ça. Puis elle en joue 2-3 avec la main droite dans le même temps. Et c'est beau, c'est ça qui est fou. Et on voit le public, tous les gens, ils sont complètement surpris. Dans la salle, je vois des gens, il y a même des gens qui sont tellement, ça les touche tellement qu'ils pleurent. Alors vous dites jouer sa note jusqu'à la jouir. C'est un mot essentiel pour vous, je crois, la jouissance. La jouissance, c'est la vie. Dans la langue des oiseaux, jouis le sens. Je vais ouïr le sens du jeu. Voilà ce que nous dit ce mot. Ce mot, pour moi, il faut se le réapproprier parce que c'est la clé de tout. Et d'ailleurs, et c'est la clé de votre passe salutaire. Oui, que dis-je, c'est pas la clé, c'est un passe. Ça ouvre toutes les portes. Oui, c'est ça. C'est fondamental. Je dois me réconcilier avec ces mots. Je dois commencer par jouir déjà de moi-même, de qui je suis. Je vis 3 secondes. Waouh, je vais jouir de qui je suis. Mais pour beaucoup de gens, la jouissance, c'est le pouvoir. Pouvoir sûr. Absolument. Alors que vous dites, c'est jouir de soi, en fait. C'est le pouvoir de, ce qui est très différent. J'ai le pouvoir de magnifier, le pouvoir de transformer. Ça n'a rien à voir. Donc c'est un mot sacré, ce mot jouissance. C'est pour moi le nœud gordien même du monde, de toute l'histoire humaine. On excise aujourd'hui des petites filles par millions. On voit bien que c'est une interdiction de jouissance. Mais quand on dit à quelqu'un, tu es nul, tu vaux rien, tu n'arriveras à rien, tu es inutile. C'est une excision psychologique. Elle est là, la première des violences. La racine de toutes les violences, c'est ça. C'est que, en fait, nous sommes des êtres de jouissance, nous avons soif de jouissance et que nous passons notre vie à lutter contre ça. Il y a une injonction qui est derrière, qui est vieille comme le monde, c'est la chute d'Icare. Qui parcourt tout votre livre, La clé d'être. Oui, c'est que la chute d'Icare, elle est là depuis des millénaires à nous dire si tu vas vers le soleil, tu vas chuter. C'est la croyance qui dit de toute façon, tu vas payer. C'est l'histoire de la cigale et la fourmi. La cigale a chanté tout l'été, elle a joui tout l'été. Que lui dit la fourmi ? Dansez maintenant, dansez, tu vas payer. On en revient toujours à ce jeu de l'exclusion, encore une fois, institutionnalisée. C'est-à-dire t'interdire de jouir, t'interdire de contacter ton soleil, de finalement d'être dans ta puissance, d'être dans ta souveraineté. Le jour où tu jouis à chaque instant de tout, waouh, t'es libre. T'es libre. Et alors, donc votre dernier ouvrage, on en a parlé maintenant plusieurs fois au cours de cet entretien, le pass salutaire, revient sur ces 2 années qu'on vient de vivre avec le Covid. Et je suis contente de vous inviter maintenant parce que je trouve que cette crise dite sanitaire a été d'une grande violence, en fait, institutionnelle, relationnelle, avec des ruptures dans les familles, les amitiés, des dépressions. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller sur ce terrain ? Le pass salutaire, pour des raisons de sérénité personnelle, je l'ai édité à compte d'auteur. Parce que j'ai pas envie d'être, baladé par les médias, démoli, parce que aujourd'hui tout ce qui s'oppose au discours médiatique est complètement laminé. Donc ce livre n'est accessible que par mon site internet, marcvella.com.
N'hésitez pas à le diffuser, le prêter et à inviter les personnes autour de vous à ce qu'ils se le procurent. Pour moi, ce livre, Le Passe Salutaire, j'avais tellement de questions par rapport à tout ça que j'ai évidemment fait une immersion quasi permanente, H24, sur Internet pour comprendre le comment du pourquoi, le pourquoi du comment et chercher vraiment les réponses de tout ça. Et ça m'a amené finalement à une réponse que j'avais lue dans un autre livre de Ite Ilsum qui s'appelle « Une vie bouleversée » qu'on peut lire aux éditions du Seuil. Voilà, de cette femme qui voit l'Europe se déliter, s'effondrer dans le nazisme dans les années 30. Tout son monde s'écroule, les hommes qu'elle aime disparaissent, soit au front, soit sont emprisonnés, soit... Voilà, cette femme qui était une femme d'avant-garde pour l'époque, parce que c'était une femme qui avait plusieurs amants, qui était une femme libre, qui était une femme, je dirais, qui avait une très belle conscience. Eh bien, nous laisse ce message extraordinaire, c'est celui de revenir à l'intériorité. Voilà, le monde se délite, la seule solution, c'est de s'aligner. Je dirais, moi, pour reprendre mes mots à moi, de trouver la quinte intérieure. Ça implique ce rendez-vous dans notre intégralité. Ça, c'est fondamental. On ne peut pas se fragmenter. Voilà pourquoi, encore une fois, j'insiste sur la part ombre, ténébreuse, qui est juste fondamentale. On ne passera pas sans la racine. Parce que la racine fournit la sève. Et elle se marie avec la sève spirituelle. Et c'est ce qui crée l'être, voilà ce que nous sommes. C'est-à-dire ce mélange des deux sèves. C'est cette alchimie, voilà, des deux sèves qui va créer cet être accompli, que j'appelle le maître, l'être qui s'aime. Ça demande un alignement vibratoire dans ce que nous sommes, un apaisement, une pacification dans ce que nous sommes, ce rendez-vous dans l'unité de... J'aime bien rajouter mes nullités parce que c'est des mots qui sont miroirs, avec humilité et l'humidité, évidemment, qui est l'expression de notre sève. Et tout ça, voilà, fait que cet être complet que je suis, enfin pacifié, va pouvoir traverser le grand filtre dans sa quinte qui harmonise les fausses notes de la vie. Merci beaucoup, Marc Vella. Merci Célia de m'avoir invité. L'envol des possibles, composé et interprété par Marc Vella. Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, commentez-le, partagez-le, mettez beaucoup d'étoiles.
Et si vous voulez m'aider à poursuivre cette mission que je me suis donnée de diffuser la culture de non-violence et à continuer ce travail passionnant, vous pouvez me faire des dons ponctuels ou réguliers en cliquant sur l'onglet « Soutenir » du site force-nonviolence.fr. Je vous souhaite d'utiliser vos peurs, vos colères et vos révoltes comme un moteur pour agir et transformer ce monde. Ahimsa.